Dernièrement, je disais que Satan, c'était tout ce que l'être humain rejette au cours de son évolution. Étant donné que lorsque l'être humain évolue, il a tendance à rejeter de plus en plus de choses, les forces du mal évoluent, c'est-à-dire gagnent en puissance. Plus l'homme est dans une phase d'évolution où il est appelé à rejeter des choses, plus l'homme engendre et augmente et nourrit les forces sataniques. Non seulement le rejet d'une chose est une grande souffrance pour l'ego, pour l'anti-homme. L'anti-homme est constitué dans l'homme de ce qui d'ailleurs sera rejeté par la vie. Et cela engendre une force involutrice qui lutte contre l'homme et qui de toute façon pourvoira à un moment donné les forces sataniques. Les forces sataniques sont ce qui a été rejeté par l'homme au cours de son évolution. Mais qu'est-ce qui descend chez l'homme pour un jour finalement être rejeté par l'homme? Il y a une manipulation primaire, une manipulation que l'on retrouve exclusivement sur des planètes volutrices, des planètes en phase d'évolution, sur laquelle marchent des êtres ascendants. Les forces sataniques n'existent pas dans des planètes ou sur des planètes où il y a des êtres descendants. Elles n'existent que lorsqu'il y a des êtres ascendants, des êtres qui refusent certaines choses qu'ils ont expérimentées ou mémorisées lors de leur évolution, lors de leur effusion. Et lorsque l'être humain évolue, refusant ces conditions, il les rejette. Les rejetant, ces conditions ayant été mémorielles, donc expérimentées, restent présentes dans un contexte atomique moléculaire, dans un contexte énergétique, sur la planète où maintenant vit un être humain ou un phénomène énergétique ascendant. Tant que les humanités évoluent, aucune force ne les empêche d'évoluer, parce que l'être humain expérimente le refroidissement et il l'accepte à 100%. Lorsque l'être humain est rendu au fin fond de son refroidissement, le froid devient lentement une densité. Et lorsqu'il y a tellement d'écrasement à cause de cette densité, une légère chaleur est engendrée. Et dans cette chaleur, l'évolution naît. Dans cette évolution, les mémoires laissées par l'expérimentation d'une évolution sont rejetées par l'humain. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'humain, il rejette de plus en plus les mémoires expérientielles des choses trop denses pour être capable d'être supporté par sa conscience. Et ces choses rejetées s'agglomèrent entre elles par affinité vibratoire, et c'est ce qui engendre les forces du mal, les forces d'involution, les forces sataniques, les forces hautement attachées et intimement reliées à l'évolution d'une planète. Les forces lucifériennes sont extraterrestres. Les forces sataniques sont planétaires. Manipulation primaire, manipulation des mémoires rejetées par l'homme qui tentent à tout prix de revenir dans l'homme de façon à réintégrer leur point source. Exactement ce que l'homme veut faire lorsque l'homme essaie de grimper à travers différents paliers de divinité et de déité pour rejoindre le centre source qu'il a apparemment créé. Mais ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est d'où proviennent les choses que nous rejetons. La première provenance est l'expérience de notre évolution. Et au fur et à mesure que nous réévoluons, nous devons muer de peau et nous rejetons les vieilles peaux qui ne peuvent plus maintenant nous contenir parce que notre conscience devient trop grande. Alors, tel le serpent, tel certains insectes, nous rejetons à l'extérieur de nous des peaux trop petites pour nous contenir, des traditions trop petites pour nous contenir, des concepts trop petits pour contenir notre conscience et finalement des manières de vivre, des manières d'être trop petites pour être encore utile à ce que nous devenons. Arracher une peau psychologique, une peau énergétique, comme une peau physique est extrêmement pénible pour celui qui reste comme pour la chose rejetée. Et cette chose engendre ce que nous connaissons sous la forme Satan. Mais il y a autre chose qui vient nous manipuler régulièrement. Une de ces choses est un phénomène qu'on a abordé quelque peu le mois dernier, un phénomène extraterrestre, qui, par le biais d'un canal séraphique, nous relie à des êtres
Staniens ou descendants, qui habitent d'autres planètes dans d'autres galaxies, dans cette création. À travers ces êtres extraterrestres qui habitent d'autres planètes dans d'autres galaxies, il y a une manipulation suceuse de nos énergies, et lorsque, dans de très rares cas, une erreur écologique est appliquée sur l'une de ces planètes, le karma est envoyé à l'homme par ce canal séraphique, et c'est ici sur cette planète qu'on devra payer pour, c'est-à-dire être responsable même si on n'a rien fait, et supporter ce karma très 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 diminué de l'évolution stagnante des phénomènes extraterrestres. De temps en temps, nous rejetons ce karma et nous continuons à nourrir les forces du mal ici. L'une des grosses problématiques de la manipulation n'est pas tellement les forces sataniques, n'est pas la force luciférienne, n'est pas ou presque pas les forces extraterrestres auxquelles nous sommes reliés, mais surtout les forces de l'avenir. Ce sont ces forces multiples qui ont une tendance magistrale à manipuler toute la conscience de l'homme, et ce sont ces forces qui continuellement déchirent la conscience de l'homme et engendrent chez lui un doute extrêmement dangereux, un doute pénible et souffrant, un doute qui continuellement va empêcher l'humain de parvenir à quelque chose qui est dicté par sa conscience, un doute qui va empêcher la conscience d'être exprimée par l'humain, un doute qui finalement engendre l'évolution de l'animal humain. L'homme n'a pas de libre arbitre. Lorsque nous disons que l'homme n'a pas de libre arbitre, nous voulons dire que l'animal humain n'a pas de libre arbitre. Lorsque nous disons que l'homme a un libre arbitre, nous voulons dire que l'homme en tant que collectivité peut avoir un libre arbitre, à l'exclusive condition qu'il arrive à se désassujettir de toutes les forces qui le manipulent. La première force manipulatrice, la force primaire, la force satanique, est la plus difficile à éliminer. La deuxième force, la force extraterrestre, la force secondaire, ce n'est pas important qu'on l'élimine ou pas. Elle n'est presque pas de... Elle n'est pas tellement manipulatrice. C'est à peine si on l'aperçoit. Nous ne sommes pas encore rendus à un niveau d'évolution où nous pouvons réellement supporter le poids karmique de l'évolution ou des erreurs écologiques de ces systèmes d'évolution. La troisième force de manipulation, la plus importante, est la plus facile à éliminer, celle qui provient des mondes à venir. L'être humain est manipulé beaucoup plus par le futur qu'il est manipulé par le passé. L'être humain est manipulé beaucoup plus par l'avenir qu'il peut être manipulé par la tradition. Longtemps, on a parlé de la tradition. Longtemps, on a parlé de la manipulation qui provenait de la mémoire, de la mort, du passé. Longtemps, on a parlé des manipulations stagnantes, sataniques, l'évolution assujettie à Lucifer, l'évolution des forces du mal. Cela n'est pas la plus grande force de frappe des manipulateurs. Le passé a une tendance à manipuler l'homme, mais c'est l'avenir qui le manipule au maximum. Ce qui s'est passé dans le passé ne fait pas peur à l'homme. La possibilité d'un apocalypse, l'avenir, fait peur à l'homme. Le passé empêche l'homme de régir certaines conditions de sa vie évolutive. Mais l'avenir est le tampon majeur qui empêche totalement l'homme d'être. Le passé garde sa puissance. Le passé garde son danger. Il est temps maintenant que l'on observe un autre phénomène de la manipulation, et c'est l'avenir. Cet avenir qui apparemment a déjà décidé ce que nous serons. Et cet avenir nous manipule drôlement plus puissamment que le passé, qui a déterminé ce que nous sommes. À travers l'évolution, nous gardons notre conscience. Gardant notre conscience, nous pouvons accepter effectivement que le passé est le passé. Et nous ne pouvons travailler qu'en fonction de la direction spatio-temporelle où nous allons, l'avenir. Et dans cet avenir, il y a des encarcaniseurs, des carcans sociaux, des carcans de conscience qui sont établis pour nous recevoir. Ils sont bâtis à l'image de notre tête.
et ils nous attendent. Lorsque nous allons placer la tête dans ce carcan, nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous serons obligés alors d'accepter un futur qui ne nous convient pas, qui n'est pas pour notre conscience, mais qui plaît énormément à lui, ce futur. J'ai déjà dit que l'homme pouvait changer le passé comme il pouvait changer l'avenir, que l'homme pouvait inventer le passé comme il pouvait inventer l'avenir. Plusieurs expériences archéologiques tendent à prouver dans la conscience de l'homme que le passé est une condition existentielle réelle. Alors, à un moment donné, on fait des fouilles en Grèce, on fait des fouilles sur certains territoires, et on ne trouve rien. On construit des routes et des chemins, et la vie va vers l'avenir. Et à un moment donné, un bonhomme qui se promène avec un livre est à la recherche d'une ville. Cette ville s'appelle Troie. Il est convaincu que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère sont des histoires réelles, colorées, mais réelles. Que l'Atlantide a existé, que les géants cyclopes, la race atlantéenne la plus grande, la rouge, a existé, et que nécessairement Troie, là où s'est battu Ulysse, a existé. Il va dans des secteurs que l'on connaît, et il cherche, et il découvre la ville de Troie. Il en découvrira même 13, l'une construite par-dessus l'autre. Et cela veut dire, Homère avait raison. Et à un moment donné, une personne qui marche dans une ville en construction, là où on bâtit certaines maisons, découvre à travers les roches une dent. Et cette dent, elle l'amène à son mari qui est dentiste et géologue, reconnaît que la dent, elle ressemble aux dents d'iguane, et que cette dent ne peut pas appartenir à aucun animal existant sur cette planète. Il en déduit qu'elle appartient à un animal qui a existé, et qui devait être tellement grand pour que cette dent lui appartienne. Et il nomme l'animal Iguanodon, ancêtre de l'iguane. La paléontologie venait d'exister. Et par la suite, dans les mêmes constructions, on découvre des ossements. Et on arrive à reconstituer pour la première fois un squelette. On fera la même chose aux États-Unis où on découvrira les squelettes du Tracodon. Et le passé semble se vérifier. Et combien de fois l'archéologue à la recherche d'une lubie la trouve là, où bien d'autres avaient cherché mais ne l'avaient pas trouvée. Parce qu'il se trouve qu'avant que la femme trouve la dent n'existait pas, et l'iguanodon non plus. Il se trouve qu'avant que Schliemann découvre la ville de Troie n'existait pas. Et c'est pourquoi ceux qui avaient fouillé avant lui ne l'avaient pas trouvé. Et il se trouve que la majorité de notre passé est un passé inventé pour plaire à l'homme, un passé qui semble satisfaire son désir de cognition expérientielle, et la majorité des choses qui semblent expliquer le passé ont été créées dans le présent. Les dinosaures ont disparu à un moment donné et on ne sait pas pourquoi, n'ayant jamais existé. Ils n'ont pas besoin d'avoir disparu. On retrouve des fossiles, soit le fossile n'est pas vivant. Il y a énormément de choses du passé qui font partie de notre histoire et qui ne sont que des manipulations pour enligner l'homme vers un avenir. Et c'est l'avenir qui manipule l'homme, c'est l'avenir qui nous attend. Les forces du futur manipulent toutes les forces du passé. Et jusqu'à date, nous avons été confinés à la tradition, aux forces du passé. Toute tradition est supportée par une prophétie, une tendance, une extrapolation vers l'avenir. Étant donné que l'être humain est un être expérientiel, bâti avec une âme mémorielle qui ne se fie qu'à son passé, il était inévitable que les forces de l'avenir engendrent une tradition du passé
autour duquel on s'accrocherait à un point tel qu'on accepterait sans réfléchir l'extrapolation qu'elle tend pour nous en nous dirigeant inconsciemment vers l'avenir qui a bâti cette illusion du passé pour que nous y croyions. Nous ne pouvons pas croire en l'avenir, nous pouvons croire au passé. Si le passé nous pousse vers un avenir, nous irons vers cet avenir auquel nous ne croyons pas. Alors l'homme répond, pendant des centaines d'années, on a essayé telle solution et ça n'a pas marché. Alors pourquoi dis-tu qu'aujourd'hui ça peut marcher? Ce passé dans lequel vous dites avoir essayé des centaines de fois la solution, je n'y crois pas. Et parce qu'un avenir particulier où cette solution est bannie nous attire, cet avenir particulier a créé pour vous un passé où cette solution a été manquée suffisamment de fois pour que, croyant au passé, vous puissiez croire que la solution n'est pas bonne. Ne l'appliquant pas dans votre présent, vous vous dirigez directement vers cet avenir qui vous a tendu le piège du passé et qui vous attend la gueule grande ouverte. Ce que je dis s'adresse à l'être humain. L'animal humain ne peut pas fermer ce que je dis. Je dis que le libre arbitre n'existe pas. Tant que l'homme n'a pas la faculté de comprendre d'où provient exactement sa contrainte manipulatrice. Je dis que le libre arbitre n'existe pas pour l'individu. Je dis que le libre arbitre existe pour une société. Et je dis que le libre arbitre est une condition existentielle si on a la faculté de déterminer notre avenir. Il y a des futurs possibles. Il y a des milliards de futurs possibles. Et pour les 10 prochaines années, il y a 2 futurs majeurs possibles. Quelle que soit la décision de l'humanité, ces 2 futurs majeurs ont des branches qui les relient. Et l'humanité, après son premier choix, devra en prendre un deuxième qui devra l'amener là où un futur possible nous plaît et non pas là où le futur possible ne nous plaît pas. Mais ces futurs possibles sont possibles parce que présentement tous les êtres humains et tous autant que vous êtes, vous vivez déjà dans l'avenir et vous vivez déjà dans tous ces futurs possibles. Et parce que vous vivez déjà dans tous ces futurs possibles, vous avez une petite mémoire de l'avenir, de ces futurs possibles où vous vous retrouvez. Et cela engendre dans la conscientisation une pluralisation de l'ego de celui qui se conscientise, en plus de la pluralisation du phénomène réincarnationnel que l'on parvient à fusionner, une pluralisation qui va être sentie comme un doute, où de temps en temps vous allez être attiré vers un futur possible, et à un autre moment donné vers un autre futur possible, et à un autre moment donné vers un autre, et un autre, et un autre. Et c'est ce qui engendre le doute. On ne sait pas où on veut aller et on ne sait finalement pas où on va. Ne sachant pas où on veut aller et où on va, on ne peut pas savoir qui on est. Parce que dans l'un des futurs possibles, il y a vous en tant que guerrier. Dans un autre futur possible, il y a vous en tant que pacificateur. Et dans un autre futur possible, il y a vous en tant que personne nerveuse. Dans une société où la technologie est détruite, démolie, où il y a des hommes et des femmes qui vivent comme à l'époque de l'âge de pierre. Et dans un autre futur possible, il y a autre chose. Et à travers tous ces futurs possibles, il y a vous. Et dans chacun de ces futurs possibles, vous êtes vivant. Et il y a une chose, vous voulez rester vivant. Mais si aujourd'hui, ou si dans 10 ans, vous décidez de devenir guerrier, de devenir soldat, d'être capable de tuer, de devenir violent, eh bien, vous tuez toutes les mêmes représentations de vous-même
qui vivez présentement dans les autres futurs possibles. Lorsque vous décidez d'être un tueur dans l'avenir, lorsque lentement vous vous laissez manipuler par ce carcan de l'avenir qui vous suctionne vers lui, la journée où vous allez prendre le détour dans cette fourche pour vous diriger pour être un tueur dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans, toutes les vous-mêmes qui vivez dans les sociétés de paix disparaissent et meurent. Toutes les vous-mêmes qui vivez dans la société préhistorique disparaissez et mourrez. Et il ne reste de vivants dans l'avenir possible que tous ceux de vous qui vivez sur les fourches qui sont encore connectés à la fourche majeure dans laquelle vous êtes enlignés. Alors, étant donné que la partie guerrier veut vivre, si vous décidez de devenir des pacificateurs, elle meurt. Et c'est pourquoi l'avenir manipule tant l'homme. Parce que la partie de vous qui vivez en tant que guerrier ne veut pas mourir, alors elle vous attire vers ce chemin. La partie de vous qui voulez vivre dans une société de paix ne veut pas mourir et elle vous attire vers ce chemin. Et entre ces deux tractions majeures de l'avenir, il y a votre conscience qui ne peut faire autrement que de vivre le doute. Elle ne sait pas. Êtes-vous guerrier? Êtes-vous pacificateur? Êtes-vous humain? Êtes-vous conscientisé? Êtes-vous capable de voyager dans d'autres galaxies? Êtes-vous confiné dans une caverne sur la planète? On ne sait pas qui on est. Parce que on est en traction. On est attiré vers différents avenirs, et ces différents avenirs où nous habitons déjà, eh bien, dans ces avenirs, nous ne voulons pas mourir. Et parce que dans ces avenirs déjà accomplis, nous ne voulons pas mourir, nous essayons de faire en sorte que le corps physique, celui qui pourra rendre tangible l'avenir dans lequel nous vivons déjà sans corps, celui qui pourra confirmer le passage de la conscience par ce futur possible, eh bien, ce corps physique, il est habité par une âme, il est habité par un peu de conscience, il est hautement assujetti à être en traction vers des futurs possibles, parce que là où vous vivez déjà, vous le vivez sans corps physique. Vous le vivez avec une forme corporelle, mais il manque le corps. Dans ces mondes, vous souffrez, théoriquement, vous ne sentez pas la souffrance. Dans ces mondes, vous vivez en paix, théoriquement, mais vous ne sentez pas la paix. Il manque le corps physique. Et ce corps physique, c'est le seul phénomène qui a la faculté de se déplacer dans la matière en conservant la conscience qu'il a. Vous n'êtes plus l'enfant de 2 ans, mais vous avez encore la conscience de cet enfant. Vous avez la mémoire expérientielle de cet enfant. Le corps physique traverse. Et les attracteurs des futurs possibles dirigent ces corps. Et dirigeant ces corps, votre corps semble toujours être prêt à éclater dans différents azimuts, dans différents futurs possibles, où on ne sait jamais si on embarque ou si on n'embarque pas. Il est inévitable que lorsque l'on fait un choix, on perd tous les autres choix. Lorsque l'on ne fait pas de choix, lorsque l'on fait un choix et on revient, on remet en question, et on ne sait plus, et on rembarque, et on débarque, et on recommence, et on revient. On laisse à l'humanité le soin de choisir pour nous. Et lorsque l'on laisse à l'humanité le soin de choisir pour nous, on laisse à l'animal humain la possibilité de choisir pour l'être humain. On laisse à ceux qui ne comprennent pas le soin de choisir. On tire à pile ou face en sachant que les deux côtés sont pile. Lorsque l'on attend de voir avant de prendre un choix, on est collectivement karmiquement relié à la décision de l'humanité. On a 10 ans encore avant d'arriver au nœud. Et rendu au nœud, il y aura des guerres. Rendu au nœud, il y aura des schismes. Rendu au nœud, il y aura des malheurs et des souffrances. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est là que la décision doit se prendre, toutes les futurs possibles vont s'engendrer, vont s'orchestrer pour manipuler l'humain, le déchirer entre lui. Alors nécessairement, les familles éclateront, les sociétés éclateront, l'humain se battra et se déchirera, parce que l'humain voudra diriger l'humanité vers l'un des futurs possibles. Celui qui sera le plus attractif sera le futur qui déterminera l'avenir de l'humanité et nécessairement qui déterminera ce que vous êtes. Si vous préférez ce que vous serez, mais c'est la même chose. Vous l'êtes déjà en potentiel. Étant donné que de ces futurs possibles, à chaque fois qu'un grand nœud majeur apparaît, des entités, des mondes les plus évolués de ces futurs possibles ont la faculté de régresser 2000 ans dans le temps pour venir naître dans un corps physique
prendre un corps de chair et commencer à instruire certains humains et commencer à instruire l'astral de façon à brouiller les cartes des attracteurs des futurs possibles qui ne sont pas importants. Moi, je viens d'un monde qui existe. Et ce monde risque de ne plus exister si l'humanité fait fausse route. Et nécessairement, l'un des grands travaux que j'ai à faire est d'orchestrer une déviation de l'évolution de l'humanité pour que celle-ci se dirige vers le futur possible dans lequel je vis. Et ce futur possible dans lequel je vis, vous vivez tous dedans. Mais le problème, c'est que vous vivez aussi ailleurs. Et je ne vis pas ailleurs. Lorsque l'avenir tend ses tentacules pour aller chercher les corps physiques de l'homme, toutes les futurs majeurs possibles viennent vous chercher neuroniquement et endocrinalement et vous manipulent. Étant des êtres expérientiels, l'avenir vient tendre derrière vous votre passé. Et tendant derrière vous votre passé, elle vous fait croire que votre chemin se dirige dans une telle direction. Imaginez que vous êtes à un point fixe quelque part. Vous n'avez aucune idée de où vous allez. Étant donné qu'un embryon de l'avenir vient tracer un passé chez vous, cela crée une droite. Et là, vous croyez que c'est par là que vous vous dirigez parce que votre passé vient de par là-bas. C'est ça, le piège du passé engendré par l'avenir. Étant donné que l'être humain se fie sur son passé pour continuer à savoir la direction qu'il a prise, si on invente n'importe quel passé dans votre conscience, vous irez nécessairement droit à l'opposé, c'est-à-dire vous continuerez à avancer sur la même droite, même si ce n'est pas ce que votre conscience veut. Il y a des mondes, et le monde d'où je viens est un monde où la conscience est pleinement exprimée, où l'être humain est libre, où l'être humain est intelligent et écologique, où l'être humain n'a aucune contrainte de la matière, où l'être humain n'a pas besoin d'acheter les choses, où tout ce que l'humain a besoin est, et parce que tout est, l'humain est convenablement prêt à le vivre. Cela se passe dans 2000 ans d'ici, en l'an 4000. Le problème, c'est que l'être humain est investi d'un phénomène de l'avenir qui marche d'une façon extrêmement dangereuse, d'une façon extrêmement hypocrite. Elle ne présente pas l'avenir à l'homme, elle lui présente le passé. Lui présentant le passé, l'homme croit savoir d'où il vient. Sachant d'où il vient, il extrapole où il va. Et même si sa conscience ne veut pas y aller, lentement l'homme y va. Celui qui se conscientise devient plus sensible. Étant plus sensible, il est plus facilement en attraction avec les différents avenirs possibles. Alors il éclate, il se déchire. Alors il souffre, il ne sait plus. Chaque décision qu'il prend est toujours remise en question. Parce qu'il n'a pas pris de décision. Parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas engendré une décision qui peut le couper des autres futurs possibles. C'est une décision dangereuse. La journée qu'un d'entre vous décide de se diriger vers un avenir possible où il y a la paix, lorsqu'il fait un serment, lorsque tout ce qu'il fait maintenant ne doit le diriger que vers la paix, immédiatement il cesse de douter. Il cesse de douter parce qu'il vient de couper les futurs possibles qui l'amenaient ailleurs. N'étant plus manipulé par ces futurs possibles, il cesse de douter. Mais il y a une chose. S'il manque son coup, n'existant plus dans les autres futurs possibles, il n'existe plus dans l'univers. Alors, parce que l'ego préfère exister, même dans un camp de concentration, à être torturé, plutôt que de ne pas exister dans un monde stupide, il continue à hésiter, et plus souvent qu'autrement, pour ne pas éliminer des futurs possibles de devant lui, il laisse le choix de l'avenir à l'humanité la plus involuée. L'être humain
qui préfère aller là où il doit aller ou ne pas être est celui que deux êtres humains ont décidé de ne plus être ou d'être là où la conscience veut les amener. Pas l'avenir, la conscience. L'humanité change 2 fois plus. Il y a des choses qui peuvent se faire si l'humain décide, et ils se feront dans 200 ans. Et parce que l'humain vient de se décider, le 200 ans est faux, c'est maintenant dans 100 ans. Et parce que l'humain dit, ben dans 100 ans, c'est pas grave, on sera peut-être mort, mais ce qui aura dû être fait aura été fait. Et immédiatement, c'est plus dans 100 ans, c'est dans 50 ans que ça va être. Et parce que l'humain décide que de toute façon, il le fait, c'est possiblement dans 25 ans que ça va être. Étant donné que l'humain ne sait jamais, le 200 ans est plus exact. Il est temps que l'humain cesse de travailler en imbécile. Chaque être humain qui se conscientise, et c'est la majorité de l'hémisphère nord de cette planète, chaque être humain qui se conscientise ne veut pas travailler sur un projet planétaire qui s'échelonne sur des centaines d'années. Il ne veut travailler que sur un projet individuel qui s'échelonne sur quelques années, au maximum. Alors, il ne peut pas rien commencer. Alors, il ne peut pas être grand parce qu'il est petit. Alors, il ne peut pas rien faire parce qu'il ne travaille pas en vue d'un système écolo-planétaire, mais en vue d'un système égoïsme individuel. Si dans cette vie, vous n'avez pas de fusion avec votre double éthérique, vous allez mourir. Gagner le monde de la mort, vous réincarner fusionnellement avec des entités mémorielles qui vous ressemblent, dans des corps physiques qui vont vous attirer. Si les corps physiques qui vont vous attirer sont disponibles. S'ils ne sont pas disponibles, vous allez vous réincarner dans des corps physiques qui ont le plus de... qui sont les plus près des corps disponibles, qui manquent. Préparer les 500 prochaines années, c'est s'assurer de se réincarner là où nous voulons nous réincarner. C'est s'assurer d'engendrer un avenir possible dans lequel nous voulons nous retrouver. Cela veut dire bâtir un monde qui a des chances de survie dans les 500 ou les 1000 prochaines années, que nous y soyons ou non. Ça n'a pas d'importance, c'est illogique, ce n'est pas intelligent de continuellement vouloir engendrer un système planétaire qui peut s'éteindre quand on ne sera plus là. C'est stupide. L'homme n'est plus le bâtisseur qu'il a été. L'homme n'est plus le constructeur qu'il a été. L'homme est un destructeur. Pourquoi? Parce que l'homme veut continuellement limiter tout ce qu'il fait à sa propre vie. Mais lorsque ses enfants auront des enfants, et lorsque ces enfants-là créeront les corps dans lesquels vous allez vous réincarner, si la société que vous avez laissée est une société pourrie, vous naîtrez dans un monde pourri. Tel sera votre karma des vies antérieures. Si l'humain est capable d'engendrer une instruction qui sur cette planète s'étire sur 500 à 1000 ans, engendrer une structure qu'il écrit dans des livres et qu'il publie, le remaniement planétaire pour les 1000 prochaines années, et que différents êtres humains ont écrit et participé, ont prévu des problèmes dans le temps, et ont engendré des solutions, ont expliqué à l'humanité ce qu'elle devrait faire. Que l'humanité le fasse ou pas, l'humanité est faite. L'avenir a déjà été décidé par ceux qui ont prévu ce remaniement planétaire. Parce que l'être humain est trop petit, il se dit, oui, mais dans combien de temps ça va commencer à apparaître? Et si je dis dans 752 ans, l'humain dit, ah, mais ça ne vaut pas la peine qu'on le fasse. Parce que vos arrière-grands-parents ont pensé à vous et ont pensé à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Parce qu'ils ont arraché les souches, parce qu'ils ont coupé les arbres et cultivé la terre du Canada,
Parce qu'ils ont fait tout cela et ils se sont brisés et ils en sont morts. Et c'était pas grave, ils laissaient de quoi à leurs enfants. Parce qu'ils ont osé faire cela, on est présentement ici, même l'hiver au chaud, à faire des conférences. À laver notre linge dans des laveuses et à prendre une douche d'eau chaude l'hiver lorsqu'on est un petit peu trop gelé. Parce qu'eux autres n'ont pas dit, quand m'être mort, que tout tombe, je m'en fous. On est là où nous sommes. Mais il se trouve que la majorité de ces arrière-grands-parents qui ont tant peiné et qui en sont morts sont présentement assis ici aujourd'hui dans le résultat karmique du prix qu'ils ont payé. Mais aujourd'hui, l'humain, parce qu'il approche d'un grand nœud cosmique, d'une fourche majeure, et qu'il n'a jamais été capable de prendre de décisions grandes, eh bien, il veut vivre sa vie immédiatement. L'avenir, je m'en fous. Inconsciemment, il sait qu'il laisse le choix de l'avenir à la masse animale de la planète, à ceux qui n'ont pas la conscience, à ceux qui ne comprennent pas. Et instantanément, inconsciemment, il sait que l'humanité se dirige dans un avenir absolument dégueulasse. Alors, sachant qu'il ne pourra pas profiter de ce qu'il a aujourd'hui dans un avenir détruit, il préfère vivre immédiatement et se brûler à la vie immédiatement, pour au moins avoir ça dans ses mémoires, lorsqu'il rentrera dans un monde où la matière va tomber. Certains humains doivent se lever, certains êtres humains doivent naître, et une décision devra être arrêtée. Une décision là où l'être humain veut aller, là ou nulle part. Préserver sa vie, c'est la perdre. Se servir de la vie, c'est vivre. Passer son temps à avoir peur de faire une chose, à ramasser de la sécurité pour l'avenir, à ne jamais être certain de ce que l'on fait, à toujours douter. Non seulement ça prend énormément d'énergie parce que vous entretenez des futurs possibles auxquels vous ne croyez même pas, et vous entretenez aussi les futurs possibles auxquels vous croyez. Dans cette indécision majeure où l'humain n'arrive jamais à trancher, vous brûlez. Pourquoi l'évolution est si pénible? C'est simple. Parce que dans certains avenirs possibles, vous n'êtes pas évolué. Dans d'autres futurs possibles, vous êtes conscientisé. Dans d'autres futurs possibles, vous êtes comme vous êtes présentement. Et à travers toutes ces nuances, quel est le chemin d'évolution le mieux pour vous? Tout. Vous devez être colérique. Dans un futur possible, vous l'êtes. Vous devez être patient. Dans un futur possible, vous l'êtes. Et vous entretenez tous ces futurs possibles-là chez vous, juste au cas. Et l'entretien de tous ces futurs possibles-là ne peut pas aligner votre conscientisation. On ne peut pas commencer à faire un travail réel tant que l'humain n'a pas décidé dans quel avenir il voulait aller. Exactement comme celui qui veut jouer au baseball, au hockey, au tennis, au badminton puis au ping-pong, mais c'est pas encore lequel. Quel entraînement intensif il fait? Et là, un peu de tennis, un peu de ping-pong, un peu de hockey, un peu de badminton. Il ne peut pas être bon dans rien. Il ne sait jamais quoi prendre. Il aime le ping-pong, mais à un moment donné, il aime le tennis, puis là, il ne sait plus, puis là, il manque une pratique de badminton, puis là, il revient, puis... L'instructeur qui veut donner un cours, il est mal pris, parce qu'il dit, c'est du ping-pong que tu fais. Si c'est pas du ping-pong que tu fais, moi, je donne des cours de ping-pong. Alors, tu viens ici, comme il le faut, ou tu ne reviens plus pantoute. Et lentement, les instructeurs s'écartent et balayent les gens. Ils disent aux gens, moi, je suis un professeur de tennis. Si tu veux jouer au hockey, au tennis, au ping-pong, au badminton, au tir à l'arc, à ceci et cela, puis tu sais jamais dans quoi te brancher, je ne ferai jamais un athlète olympique de toi. Va-t'en, tu n'es pas prêt. Alors l'humain, insulté de se faire dire qu'il n'est pas prêt par un autre humain apparemment, il rentre chez lui sous ses couvertes et il commence à maudire les autres. Quel avenir voulez-vous avoir? Non pas quel avenir allez-vous avoir, voulez-vous avoir, je dis.
qu'à l'avenir, on va vivre. Si aucune décision est prise par un consensus d'humains, l'avenir que l'on va vivre, ou l'avenir que vous allez vivre, est celle qui vous fait le plus peur. L'humain met beaucoup plus de temps à penser à l'avenir qui lui fait peur qu'à l'avenir qu'il désire. L'humain est bien plus capable de dire « Voyons donc, c'est bien trop beau, ça se peut pas », que de dire « Ben voyons donc, c'est bien trop laid, ça se peut pas ». Ce qui est laid, ça se peut. Ce qui est beau, voyons donc. Les forces qui nous amènent. La création, elle a été réglée en 1/1000 des millionièmes de seconde. Elle a été, et ce temps est un temps vu de l'espace-temps, pas de l'extra-créationnalité. La terminaison est accomplie, c'est achevé. De multiples chemins dans l'espace-temps nous permettent de rallier cette fin, cette finalité. Le chemin que nous voulons prendre n'a aucune importance, mais chacun des chemins tient à être vivant. L'humain résorbe dans son évolution la mémoire. Il résorbe le temps. Au début, des milliards de futurs possibles menaient à Rome. Tous les chemins y mènent à la finalité. L'être humain a pris un choix et il a détruit un paquet de futurs possibles. C'est de cette façon qu'il digère l'espace-temps. Chaque fois qu'il arrive à une fourche, sa décision inconsciente attirée par l'avenir, par le chemin qu'il veut vivre, balaye les autres. Alors ça crée des guerres dans ce cosmos, ça crée des guerres absolument effarantes qui sont répercutées dans la conscience décisionnelle de l'homme. Plus l'être humain évolue dans le temps, plus ça devient facile pour lui de prendre des choix au niveau de sa conscience. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, des milliards de futurs possibles sur une fourche s'étaient alliés pour obliger l'humain à passer par là plutôt que par là-bas. L'homme était absolument pogné. Mais parce que l'homme décide de prendre celle-là, manipulé, la moitié des futurs possibles viennent de tomber. Alors l'homme est 2 fois plus puissant. Il arrive à un autre nœud cosmique et là, on est ici plusieurs faisceaux qui se battent dans l'homme. Le bien et le mal. Et l'homme prend un choix, il balaye immédiatement ses futurs possibles. L'homme devient maintenant 4 fois plus puissant qu'il l'était. Lorsque l'être humain arrive à un autre nœud, il est plus puissant et sa conscience est encore faible. Et à un moment donné, il tombe dans un futur. Le Nazaréen est venu pour obliger l'humain à prendre un futur possible qui était plus ajusté. L'humain prend ce côté et il balaye encore un paquet d'avenirs possibles. L'humain est rendu maintenant 16 fois plus puissant. Plus l'évolution se fait, plus l'humain est puissant, exponentiellement. Et nous sommes 16 fois plus puissants qu'au début de la création. La prochaine trame majeure, elle s'en vient. Lorsqu'on aura choisi, on sera des centaines de fois plus puissants. Mais de quel côté allons-nous être? Parce que lorsqu'on sera des centaines de fois plus puissants, si en avant de l'humanité il ne reste que des avenirs possibles, où il y a la guerre, les conquêtes, la famine, la destruction, on sera 100 fois plus puissants, mais on ne pourra pas créer un avenir de paix. Nous les aurons tous balayés, nous les aurons détruits. Alors nous devrons être puissants dans des régimes militaires, dans des régimes où même la planète Terre voudra conquérir les autres mondes, dans un régime où il y aura une monarchie, mais pas la monarchie que l'on veut, une monarchie militaire, une monarchie où on va vous former. Oh, il y aura de l'évolution technologique. Oh, il y aura de l'évolution au niveau de l'alimentation. Il y aura plein d'évolutions. Mais la conscience sera collective. Elle sera interdite du point de vue de l'individu. Ces mondes l'interdisent. On sera plus puissants. Mais ceux qui nous manipuleront seront aussi plus puissants. Alors, ce sera la même chose dans un monde plus puissant. Alors, au lieu d'asservir l'homme, nous asservirons les autres mondes. Et on arrivera quand même à la terminaison, à la finalité. C'est con. Si l'humanité prend l'autre fourche, celle de gauche, alors nous serons des centaines de fois plus puissants. Mais là, nous aurons une conscience individuelle, parce que dans cet avenir possible, elle est permise.
alors nous ne servirons pas les autres mondes. Et etc., etc. L'homme préfère s'enligner vers un avenir qu'il refuse parce qu'il croit plus à l'avenir qu'il refuse, parce que cet avenir a hautement trahi l'homme en créant derrière lui un passé où de toute façon cela a toujours été. Dans ce mot du passé qui est une illusion, chaque construction de l'homme s'effrite et tombe. Chaque société de l'homme se bat contre les autres. Il n'y a que la guerre, la famine, les tremblements de terre, les misères. Il n'y a que de la matière qui tue l'homme, des automobiles pour engendrer la mort, des missiles pour détruire. Il n'y a que destruction dans la création. L'être humain, dans le passé, aime bâtir pour pouvoir détruire. N'étant pas capable, dans ce passé créé de main propre par l'avenir, n'étant pas capable de détruire suffisamment, alors il bâtit pour détruire plus. Et on se fie à ce passé. Alors lentement, l'avenir blanc essaie d'engendrer des passés blancs. Des passés blancs qui nous parlent d'un Nazaréen. Des passés blancs qui nous parlent d'une science extraordinaire sur un continent qui s'appelait Atlantide, sur une île qui s'appelait Poséidonis. Alors cet avenir essaie de dresser dans le passé des réussites humaines. Mais le problème, c'est que les forces noires de l'avenir ont plus de puissance. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elles ont à dire à l'homme, c'est que si ces passés blancs ont existé, pourquoi sont-ils détruits? Alors, dans l'Atlantide très évoluée, une guerre est apparue. Eh bien, voilà la guerre. Ce qui fait que le passé de guerre est plus encourageant à croire. Et notre extrapolation inconsciente nous amène donc vers un avenir de guerre. Le passé où on manque notre coup étant plus facile à croire, cela nous amène vers un avenir où on manquera notre coup. C'est un piège. Nous ne sommes pas encore à la fourche, mais maudit qu'on est prêt. Surtout à la vitesse que l'humain évolue, mais on est prêt en sacrament. Parce que l'humain n'évolue pas à coups de secondes, il évolue à coups de dizaines d'années. Alors on est très près. La majorité de l'humain de cette planète acceptera de suivre ce que les plus intelligents vont dire. Mais sachez une chose, si les intelligents ne disent rien, ce sera eux autres qui décideront. Et leur choix sera nécessairement un choix traditionnel et ils nous amèneront vers un avenir noir. L'humain veut conserver l'espoir et il peut dire oui, mais dans cet avenir noir-là, il y a quand même d'autres possibilités, à un moment donné, qu'on pourra choisir pour aller vivre en paix. Sachez que la plus grande partie de la paix dans l'avenir sera détruite totalement si on prend le mauvais côté. Il y a une fourche dans cet arbre cosmique qui nous amène vers la paix. Il y aura encore des problèmes, mais il est blanc. Et l'arbre part là. L'autre côté, c'est noir. Il y aura des petites amuse-gueules, mais c'est noir. Et on arrive dans le tronc, là où l'arbre se sépare en deux. Si on prend le côté noir, le reste n'a jamais existé. Si on prend le côté blanc, le noir n'a jamais existé. Et nous sommes à une fourche majeure dans l'évolution de cette planète, parce que lorsque l'humanité aura décidé de prendre le blanc, tout ce qui est satanique, luciférien, toutes les forces du mal disparaîtront instantanément, elles n'auront jamais existé. Cet avenir du mal, nous l'aurons balayé du revers de la main. Et il ne pourra plus jamais, par ses tentacules, venir à nous attirer vers lui. Cette partie du cosmos, nous l'aurons digérée. Elle n'existera plus. Elle n'aura jamais existé. Présentement, nous sommes attirés par les deux côtés. Étant attirés par les deux côtés, nous ne savons pas quel côté prendre. Il y a le côté sécuritaire du point de vue de l'anti-homme et le côté facile. Je travaille pour moi. Je me fous des autres. L'avenir sera déterminé par l'humain.
pas par un, mais par l'humanité. Alors il doit y avoir une propagande, il doit y avoir une collectivité de travail suffisamment grande, suffisamment puissante pour que la planète Terre change d'optique. Et il ne faut pas que vous vous fiez à la farce de votre passé pour vous dire, oui, mais qui je suis, moi, pour changer le monde? Je suis né à Saint-Henri. Votre passé est une farce. Votre conscience n'a pas de passé. Et votre conscience ne doit pas se fier à la mémoire du passé, créée de toutes pièces par l'avenir qui vous appelle. Je suis né pour un petit pain, tel père, tel fils. C'est ça l'avenir. Il détermine le passé. Et le passé détermine où vous allez aller. Toutes les prophéties du passé expliquent l'avenir. Elles forcent l'humain à aller vers cet avenir. C'est l'avenir qui manipule l'homme. C'est l'avenir qui engendre le passé pour pousser l'homme vers l'avenir. Et la plus grande, mais l'une des plus faciles à éliminer, c'est la manipulation de l'avenir. C'est la solution. Nous n'avons pas de libre arbitre, nous ne pouvons pas créer l'avenir que nous voulons. Mais une chance, elle est déjà créée. Nous avons une liberté de conscience. Et cette conscience doit maintenant choisir. Il n'est pas question de date, il est question de vibration, d'instantanéité. Lorsque vous aurez choisi, vous aurez choisi. Ça va se faire en 1 10 millionième de seconde. Mais avant que ça se fasse, ça peut prendre encore 10 ans. Et quand ça va se faire, ça va se faire. Le problème, c'est que beaucoup auront choisi trop tard. Beaucoup décideront et ne pourront pas. Ils auront encore une fois la preuve expérientielle qu'ils sont des bébites. Il doit y avoir un remaniement planétaire, un projet, une projection solutionnaire pour les années à venir, pour les 500 prochaines années. Il doit y avoir une projection, il doit y avoir un atterrissement de cet avenir possible pour que l'astral soit au courant, pour que l'humain le sache, que l'humain l'applique ou non. Si c'est suffisamment communiqué, l'humain l'appliquera. Parce que l'homme, la femme, l'enfant sont investis de conscience, d'intelligence. Et si on met ces petits facteurs à travers l'humanité, ce sera comme une bombe à retardement. Elle pourra croître. Et si on n'arrive pas à faire changer l'humanité d'objectif d'ici les 10 prochaines années, on aura au moins réussi à retarder l'avance de l'humanité suffisamment pour que le nœud s'éloigne. Et le nœud sera rencontré par l'humanité, non pas dans les 10 prochaines années, mais dans les 50, 60 ou 100 prochaines années. Alors, de cette façon, l'humanité aura le temps de digérer suffisamment l'intelligence qui aura été implantée chez elle, et elle prendra le bon chemin. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins, du point de vue de l'homme, ne sont pas aussi jolis. Le cosmos s'en fout. Mais nous sommes dans cet espace-temps, et nous ne nous en foutons pas. Naître avec un œil, pas de bras et un pied, le cosmos s'en fout. Mais l'homme, la conscience humaine ne s'en fout pas. Elle peut aussi bien faire le chemin complet, comme elle peut le faire dans une Lada. Autant bien choisir. Moi, mon choix est fait depuis tellement longtemps que je vis déjà là. Mais j'ai besoin de l'humanité pour continuer à vivre là. Et vous vivez déjà là, mais vous vivez aussi ailleurs que là. Alors vous vous en foutez un peu. Mais votre conscience
retarder des choses. Quand je dis retarder l'avancement de l'humanité, je ne veux pas dire retarder son évolution. L'évolution, c'est la conscientisation. L'avancement spatio-temporel, c'est l'évolution de l'humanité vers les embranchements cosmiques qui déterminent son avenir. Le nœud, il est dans 10 ans. Parce que l'humain, dans 10 ans, sera sans doute prêt à décider le mauvais côté. Parce que l'humain, présentement, est presque prêt à décider le mauvais côté. Si on arrive à implanter suffisamment d'instructions à l'échelle de la conscience planétaire pour que l'humain hésite plus longtemps, le nœud est retiré et repoussé. Alors c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans. Et là, l'humain prendra le bon chemin. Certaines prophéties ont été amenées pour que l'humain prenne le bon chemin. Presque toutes les prophéties ont été amenées pour que l'humain prenne le mauvais chemin. Pour la simple raison, je le répète, c'est beaucoup plus facile à l'avenir noir de prouver son existentialité en engendrant des échecs dans la conscience de l'homme au niveau de sa mémoire que pour la mémoire, que pour l'avenir bien ou l'avenir blanche. Nous pouvons prouver que nous avons manqué notre coup souvent, que tant de solutions ont été manquées. Et c'est faux. De l'époque de l'homme des cavernes à l'époque des navettes spatiales, où est notre si grand échec? Nous creusons la Terre, nous en sortons de la Terre et nous en faisons des navettes spatiales. Où est notre grand échec? Nous fabriquons des allumettes comme nous voulons, des briquets. Nous fabriquons des automobiles de plus en plus convenables. Nous avons des autoroutes partout sur la planète, des satellites. Tout n'est pas parfait. Mais à l'époque où vous mangiez encore du smilodon, de l'ours des cavernes, allez jusqu'à maintenant, où il est le si grand échec? C'est pas pire. On ne vit plus dans des igloos, dans des tipis. C'est pas si mal. Mais l'avenir engendre dans le passé l'idée qu'il n'y a eu que des échecs. Que des échecs. On a premièrement été déchus. On a bouffé une pomme. On a perdu le paradis terrestre. Et on a fait connerie sur connerie, apparemment. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Et chaque fois, moi, je peux prouver qu'il y a de l'intelligence là-dessus. C'est une réussite. Sans compter toutes les trames historiques, colorées par l'avenir, ou carrément inventées par l'avenir, de façon à continuer à nous convaincre que l'être humain est une race d'imbéciles qui ne fait que des échecs. Cela engendre la peur chez lui de se risquer à rebâtir quelque chose que sa conscience vibre. On vibre un futur blanc et on a intensément peur de l'essayer parce qu'on ne veut pas encore souffrir l'échec qu'apparemment notre mémoire nous instruit. On a souffert souvent. L'avenir est le problème. On fait une pause et dans l'avenir, on revient. Sur laquelle jamais vous ne voudriez aller. Une civilisation où l'être humain s'identifiait tellement à son automobile et à son corps physique qu'une grande partie de l'économie de cette planète était soutenue par les poudres pour boucher les pores de la peau, les teintures et les colorants pour les cheveux, les ongles en plastique, les cravates. C'est une société très primitive.
Et on pouvait même, dans cette société, arriver à se chicaner pour ces choses. Il y avait une conscience qui habitait l'homme. Mais la conscience, elle avait toujours la problématique de s'identifier à tout ce qui ne la regardait pas. Lorsqu'une pièce du corps physique était usée, l'individu, la conscience, elle avait peur. Elle pensait qu'elle était usée. Assez que dans ce monde extrêmement primitif, lorsqu'une personne était intelligente, c'était plus important qu'elle ait une belle cravate que de bonnes idées. Continuellement. Et les plus grands menteurs de ce monde avaient inventé un proverbe qui disait « L'habit ne fait pas le moine ». Les gens croyant cela, tous les menteurs se mettaient des habits, et comme l'habit ne faisait pas le moine, ben, les gens savaient que si quelqu'un arrivait en beau veston, c'est qu'il était sans doute à la hauteur de son veston. Parce qu'en réalité, dans ce monde, l'habit faisait le moine. Très, très primitif, parce que l'humain de cette époque, l'humain de cette planète, continue virtuellement à s'identifier à tout ce qui ne le regarde pas. Lorsque le corps transpire, il ne sait même plus si c'est parce qu'il a chaud ou parce qu'il est nerveux. Et tous les événements qui en concernent le corps physique et qui concernent les papillons et les oiseaux, bien ces êtres humains, avec le peu de conscience qui les habite, sont toujours convaincus que ça les concerne eux autres. Alors ils posent toujours des questions idiotes comme « Pourquoi moi? Pourquoi il pleut? » Et la grande partie de la discussion de ces gens sont sur le beau temps, sur les balais, les cordes à linge, les laveuses, sur les automobiles, sur les femmes, sur les seringues, sur les chats, sur comment faire de l'argent. Et aucun de ceux-là ne se rend compte sur cette planète qu'il y a une limite à leur présence. Alors, toute leur vie, elle est passée pour essayer d'oublier qu'ils sont là. C'est un monde assez primitif parce que dans ce monde, on arrive même à se tuer. L'humain a, dans ce monde, la possibilité d'ôter la vie à d'autres humains. Alors, non seulement ils se battent pour des mots, non seulement ils se battent pour des idées, ils se battent aussi pour la paix, l'amour, la croyance et pour des dieux. Ils peuvent se torturer. C'est absolument effrayant, incroyable. Ils peuvent se torturer. Alors, certains pays de cette planète prennent des gens, les attachent dans des cellules et puis ils les battent. Ils leur mettent de l'acide dans le nez. Ils leur liment les dents. Et ils font des petites dissections. Et par la suite, bien, celui qui a massacré, lorsqu'il perd, ceux qui gagnent font la même chose. Et c'est continuel. Simplement parce qu'on est continuellement sur cette planète contraint à s'identifier à ce que nous ou à ce qu'ils expriment par le véhicule le plus bas de leur constitution, le corps physique. L'individu devient suffisamment conscient à un moment donné pour se rendre compte que lorsque le soleil le chauffe, ce n'est pas lui qui est chaud. Et malgré tout, sa parole est tellement fausse qu'il continue à dire « j'ai chaud ». Mais il a une conscience suffisamment évoluée pour se rendre compte que ce n'est pas de la fièvre, mais que c'est le soleil. Mais pas encore assez évolué pour se rendre compte que lorsque le corps sécrète, c'est pas lui qui a engendré la sécrétion, mais l'extérieur. Alors il continue à penser que c'est lui. Dans la fusion, Dieu détache de lui-même des univers et des super-univers. C'est de l'anégoïsation divine. Dieu en a-t-il pour longtemps encore à s'anégoïser, ou est-ce que l'anégoïsation sera infinie vu la grosseur d'ego qu'il doit avoir? Question extrêmement intellectuelle, une question qui est intéressante. Mais si on aborde tout le schéma d'évolution de l'humanité, comme j'ai commencé à l'amener tout à l'heure, si on essaye de s'enligner pour exprimer à travers nos corps physiques une humanité nouvelle, si on essaie d'obliger notre présence ici sur cette planète d'imbéciles à être une présence où nous ne sommes que des visiteurs, des passagers temporaires, mais non pas des êtres qui ont comme mère la Terre, qui sont venus au monde sur cette Terre et qui nécessairement y resteront dessus, eh bien on pourra commencer à regarder la société telle qu'elle est, sans nécessairement péjorativement la condamner, et cesser d'exprimer à travers nos corps physiques toutes les réactions collectives des animaux humains de la planète.
Donc, énormément de questions que l'on pose n'auront plus aucun sens. Alors là, on pourra dire, pourquoi j'ai des pitons sur le nez? Et on pourra te répondre, ça ne te regarde pas. Et quand un individu pose des questions, pourquoi mon corps a des boutons sur le nez? Alors là, on pourra lui dire pourquoi. Mais il doit y avoir un tranchant immédiat. Lorsque l'être humain vient au monde, c'est un être humain qui vient au monde. Exactement comme si une entité extraterrestre descendait dans votre corps et venait maintenant prendre le contrôle du corps. Tout le corps et tout ce qui est dedans, ce n'est pas lui. Et l'évolution du corps et de ce qui est dedans, ça ne le regarde pas. Il va continuer à en souffrir un peu, mais son rôle est de détacher le corps de cela. Il vient dire au corps, maintenant mon corps, tu appartiens à de l'esprit, à de l'intelligence. Tu es d'une autre nature. Je te prends en main maintenant. En tant qu'humain, tu viens au monde. Et nécessairement, étant venu au monde, tu ne fais plus partie du monde de la mort des humains. Donc, ne faisant un peu partie du monde de la mort des humains, parce que tu es un rené, nécessairement, les lois qui sont assujetties au monde de la mort des humains ne te touchent plus. Je suis venu, j'ai signé ta libération de la prison. Je sais, tu es encore en prison. On doit la faire certifier par un paquet de directeurs. Lorsqu'ils l'auront certifié, le gardien recevra l'ordre de te sortir. Ça fait déjà 1 an que tu es libre, mais tu ne le sais pas encore parce que l'administration est pénible. Et tu es libre. Cesse d'avoir peur comme si tu resterais là encore 200 ans, tu es libre. Et lentement, le gardien va vers toi. Lorsqu'il vient, écrase-toi pas en dessous de ton lit comme s'il allait te battre comme d'habitude. Il vient te chercher. Mais le problème, c'est que si tu continues à jouer au cave, le gardien, lorsqu'il va te voir en dessous du lit, va penser que c'est pas la bonne cellule. Arrange-toi pas pour qu'il en libère un autre. Lorsque l'être humain a de la conscience, et les derniers travaux que j'ai faits avec les personnes ont donné à chaque personne qui ont fait les 4 cours un ajusteur de pensée, conscientisé. Il reste à brancher le canal, ça se fait avec l'expérience et avec le phénomène des questions. Ils ont tous la possibilité de rejeter la pensée, ce qui est le résultat global recherché par toutes les traditions humaines de cette planète depuis le début des temps, et l'humain n'y est pas parvenu, ou à peine. Et parce qu'ils ont ça en quelques cours, ils pensent que ça n'a aucune valeur, et lorsqu'ils sont en train de naître, ils préfèrent rester mourir, ils préfèrent s'accrocher après l'utérus de leur mère et dire, ben moi rester entre les deux, comme si je veux rentrer mon pouvoir, je veux sortir mon pouvoir, mais attendre de voir ce qui va se passer. La mère, pendant ce temps-là, elle a des contractions, et si l'enfant reste là trop longtemps, il agonisera. Et si elle agonise, la mère meurt. Et si la mère meurt avec l'enfant dans l'utérus, l'enfant meurt. On a le choix. On vient au monde ou on ne vient pas au monde. Il y a énormément de questions. Dans la fusion, Dieu détache de lui-même des univers et des super-univers. C'est de l'anégoïsation divine. Et que c'est beau de penser que tout ce qui se passe sur la planète se passe partout dans l'univers. Et que c'est le fun. Dieu a-t-il encore pour longtemps à s'anégoïser, ou cette anégoïsation sera infinie vu la grosseur d'ego qu'il doit avoir? Vu la grosseur d'ego qu'il doit avoir. Parole fausse, donc l'individu ne sait pas, elle prétend. Ce n'est pas vu la grosseur d'ego qu'il a. Pourquoi Dieu aurait-il de l'ego? Parce que l'homme a de l'ego. Ça n'a rien à voir. Les dieux du monde de la mort ont des égos, ça va de soi. Ces égos-là, ici, ne créent pas les super-univers et les univers. Donc, la personne parle d'un phénomène extra-créationnel, ou au minimum qui est divin au niveau des déités du monde, du plan divin. Ce phénomène-là n'a pas d'égoïsation, il a été créé lui aussi par accident. Il a été effusé, ce n'est pas de l'ego qui évolue. S'effuser, c'est s'effusionner ailleurs. Et c'est intéressant, on repose donc le même genre de questions. Dieu n'a jamais achevé. Comment espérer que l'effusion serait un jour achevée? C'est simple en l'espérant, oh Dieu. Pourquoi le mâle veut-il vivre s'il sait qu'il est mâle? Pourquoi un aigle veut vivre s'il sait que c'est un aigle? Mais parce qu'il sait que c'est un aigle, pour lui un aigle, ça doit vivre. C'est les Blancs qui savent que c'est un aigle, puis un aigle, ça n'a pas besoin de vivre. C'est simple. Le mal, il sait qu'il est le mal, puis le mal, c'est aussi bon que le bien. Sauf que le bien, c'est à détruire. Le bien, ça fait souffrir le mal. Le bien, ça torture le mal. Le bien, c'est là pour rendre le mal, monter le mal contre lui-même. Le bien, c'est là pour diviser les familles du mal. Le bien, quand le bien pénètre dans une maison de mal, tout est sans dessous. Or, le mal, sachant qu'il est le mal, nécessairement veut détruire tout ce qui est inécologique. Alors, il entre en guerre contre le bien. Voilà. Or, le mal, il sait qu'il est le mal. On pourrait poser la question, pourquoi le bien veut-il continuer à vivre vu qu'il sait qu'il est le bien? Mais quand le bien pose la question sur le mal est convaincu que le mal sait qu'il est mal,
du point de vue du bien. Le noir, il dit, pourquoi les blancs veulent continuer à vivre? Ils savent qu'ils sont blancs. Eh oui. Puis le blanc, il dit, pourquoi les noirs veulent continuer à vivre? Ils savent qu'ils sont noirs. Eh oui. C'est pour ça qu'ils veulent continuer à vivre. Quelle est la différence entre se grounder, terrestrifier, fumer, prendre une douche, etc., et exprimer ou gaspiller l'énergie en exprimant à un niveau inférieur où je l'ai reçu? Quand on se terrestre, la question est intéressante. La nuance entre se laisser têter pour perdre de l'énergie ou se terrestrifier pour en perdre aussi. Quand on se terrestrifie et qu'on a suffisamment de conscience pour contrôler la terrestrification, donc lorsqu'on ne se terrestrifie pas par habitude, quelqu'un qui fume sans savoir ce qu'il fait, se terrestrifie par habitude. Lorsqu'on se terrestrifie volontairement, consciemment, on contrôle. Lorsqu'on se laisse têter, on ne contrôle pas. Lorsqu'on se terrestrifie en prenant une cigarette ou en prenant une douche, il y a moins de chances que la cigarette ou la douche vienne nous têter lorsqu'on ne voudra pas. C'est très, très rare qu'une cigarette vous téléphone à 3 heures du matin pour vous dire qu'elle a besoin de votre énergie. C'est préférable donc de se terrestrifier d'une façon plus mécanique que de s'assujettir à des êtres humains qui, dans cette terrestrification, sont trop basses. Savez-vous comment un jour vous allez être capable de travailler avec des humains? C'est en implantant des hiérarchies. Lorsqu'un humain qui a besoin de vous ne peut pas vous parler, vous regardez dans les yeux parce que la loi l'interdit, alors vous êtes protégé et vous pouvez maintenant travailler avec lui. C'est extrêmement chiant pour un paquet d'humains qui vont vouloir absolument se privilégier d'être votre égal, mais il n'y a pas question d'égalité à travers l'humanité, il y a des différences. Et tant que l'être humain n'a pas d'ego suffisamment énergétisé pour être capable de supporter la puissance de l'autre, nécessairement des lois doivent l'aider à la supporter. On ne se fait pas têter par des humains lorsqu'on leur régit la façon dont ils vont venir nous toucher. Est-ce que le karma de chaque partie qui me compose et qui ont déjà existé avant, puisque mon ego n'a pas de passé de vie antérieure? Bon, il manque un bout à la question. Est-ce que le karma de chaque partie qui me compose et qui ont déjà existé avant, puisque mon ego n'a pas de passé de vie antérieure? Bon, alors on va essayer de formuler une question avec ça. Oui, c'est intéressant. La personne, elle est en train de, que lorsqu'elle pose cette question, c'est qu'elle réfléchit à trop de choses en même temps. Alors, ce qui fait qu'elle pose au début de la question et la fin de la question, puis il lui manque toute la composite entre les deux. Quel est le karma qui me compose, le karma des vies antérieures qui me compose, le karma des personnalités réincarnationnelles qui me compose présentement, si de toute façon le passé n'a pas existé? La majorité de ce qui compose l'humain au niveau des vies antérieures est un phénomène qui a réellement existé dans le passé. Une grande partie de ce qui compose aussi la réincarnation pluralitaire de l'humain est une grande partie créée par le passé, ou créée par l'avenir, si vous voulez. Les deux sont là, les deux sont dans le passé. Quand je dis que le passé a réellement existé, et quand je dis que le passé n'a pas existé, que le passé est une dimension de l'avenir, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment présent où nous observons le passé, qu'il a été créé par l'avenir ou qu'il a été engendré par le passage de l'homme, dans notre génétique, ces choses sont là. Ce que je dis, c'est que ce passé, il est réel, il est là. Mais c'est possiblement, et dans la majorité des cas, un mensonge. Il vous constitue ce mensonge, il se réincarne chez vous, le mensonge. Chaque fois qu'un être humain voit mal le monde, lorsqu'un être humain voit des arbres et qu'il en a peur, qu'il se réincarne chez vous, vous aurez peur des arbres. La personnalité réincarnative, elle est réelle, elle a peur des arbres. La peur des arbres est une illusion. Mais la personnalité qui se réincarne, elle est réelle. Le passé qui a été engendré dans le passé, ou le passé qui est engendré dans le présent par l'avenir, il se réincarne chez nous. Il est réel. Un mensonge, mais réel. Et c'est parce qu'on y attache des valeurs émotives, parce qu'on y croit émotivement, qu'on se fait avoir. Êtes-vous capable de supporter l'idée que vous pourriez du jour au lendemain abandonner toutes vos sources, toutes vos racines, tout? Votre père, vous ne le connaissez pas. Votre mère, elle vous cherchez, mais vous ne voyez pas ce qu'on veut dire. Vos frères et sœurs, compliqué à trouver. Où as-tu déjà vécu? Je suis ici. Quel passé? De quoi parlez-vous? Et vous verrez de quelle façon énormément de karma va s'en aller et de quelle façon aussi vous allez vous ramasser dans l'univers, comme le petit point que j'ai montré tout à l'heure,
avec aucune tangente décidée par un phénomène du passé, alors nécessairement, vous ne saurez plus où c'est que vous allez en abandonnant le passé. Mais même si vous ne savez pas où vous allez être libre d'aller. Alors que dans la majorité des cas, l'humain semble savoir où il va, mais il n'est absolument pas libre d'aller ailleurs. Comment l'homme, le mâle, peut se désassujettir de sa dépense d'énergie vitale par une sexualité de l'homme ancien? Il n'a qu'à ne pas faire de relations sexuelles, auto ou hétéro. C'est extrêmement souffrant, ça fait sécréter des hormones. À la longue, cette sécrétion d'hormones-là va finir par muter le corps physique et l'homme n'aura plus ce problème. Et quand une personne dit, parce qu'à un moment donné, une personne me pose la question, elle dit, ben moi, je prends des douches froides, ou etc., tu sais, ça me calme, mais c'est un autre moyen. C'est que quand on prend des médicaments ou quand on prend des phénomènes matériels pour calmer la libido masculine, on empêche la sécrétion mutative. Alors on doit subir le feu et brûler avec. Et là, ça mute. Et après ça, on devient un homme nouveau. On n'a plus besoin de regarder les filles juste en regardant au milieu. Comment puis-je savoir quand j'ai cellularisé quelque chose, exemple la patience, et que mon âme n'exprimera pas l'impatience par un autre canal ou par une autre façon? Quand c'est cellularisé, il y a une mutation qui se fait où la partie de l'âme qui exprime l'impatience travaille. Lorsque la petite mutation est faite, la partie qui exprime l'impatience ne peut pas être exprimée. Comme on l'a vu vendredi dernier, elle tentera de s'exprimer d'une autre façon. Lentement, à travers l'expression d'une autre façon, elle engendrera une pathologie ou un autre mécanisme où l'impatience finalement pourra être exprimée. La cellularisation complète, c'est que chaque fois que cette mécanicité arrive à trouver un périphérique pour s'exprimer, on doit s'arranger pour contrôler cela. Je ne suis pas impatient, mon corps est impatient, mon âme est impatiente, moi je reste assis pour prouver à mon âme que je ne suis pas pressé. L'être humain, encore une fois, on revient sur cette planète, il passe son temps à s'identifier à ce que son corps vit. Es-tu nerveux? Oui. C'est correct. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et si une personne répond, es-tu nerveux? Non. Mais il y a quelque chose qui se promène en moi qui veut bouger. Il y a de la nervosité dans mon corps. L'ego est nerveux. La majorité d'entre vous, le problématique, c'est que vous pensez que vous jouez lorsque vous dites cela. Dernièrement, dans un cours, il y a une personne qui me dit « Et mon ego a peur. » Ben, je dis mon ego parce qu'ici, il faut dire mon ego, hein, on ne peut pas dire moi. Ah, vous n'avez sûrement rien compris. La majorité d'entre vous, vous avez vécu des choses depuis que vous venez ici. Ceux qui suivent les cours, vous avez vécu des choses absolument géniales. Et la semaine d'après ou 2 semaines d'après, vous avez de la difficulté à les revivre. Vous oubliez que vous les avez vécues. Vous y croyez plus, vous ne savez plus. Parce que vous n'avez pas encore fait de choix, vous ne savez pas où vous allez. L'homme va avoir un peu plus de paix quand il aura décidé. On déménage ou on déménage pas. Pendant 10 ans de temps, tu te poses la question. Il n'y a pas de bonheur. Reste ou pars. Mais grouille. Et vous n'avez pas encore décidé. Ça va être long. Ça va être dur. Lorsque vous aurez décidé, descendu dans la matière, la décision, ça va être facile parce que vous éliminez de devant vous un paquet d'attractions, un paquet de futurs possibles. Bien entendu, tous ceux qui auront décidé de prendre l'un des 2 chemins et qui verront l'autre chemin pris par l'humanité cesseront instantanément d'exister parce qu'ils n'auront jamais existé. Alors, ça va vous faire dire, bon, ben, ouais, c'était peurant en maudit. D'accord. Mais tous ceux qui ne prendront pas le choix du côté blanc, ce seront ceux qui auront pris le choix du côté noir.
alors vous devrez vous arranger en maudit pour que le côté noir soit pris. Parce que si on réussit à prendre le côté blanc, vous allez tous disparaître. Il n'y aura pas de place pour ceux qui auront choisi le côté noir dans un avenir blanc. Il n'y aura pas. Et ceux qui prennent le côté blanc et qui voient l'humanité prendre le côté noir vont aussi disparaître. Il n'y a pas de place pour le côté blanc dans le côté noir. Mais il y a une chose que vous devez savoir. C'est que de toute façon, on est intelligent de s'en aller là où l'intelligence nous attire. Et que de toute façon, seule l'intelligence, seul le côté blanc sait ce que je vous dis. Et le côté noir ne le sait pas. Il marche avec de l'inconscience. L'autre marche avec de la conscience. Dans ce système planétaire, après 4,6 milliards d'années, la conscience est à peine l'état d'embryon. Un grain de conscience sur la planète est plus puissant que la planète au complet sans la conscience. Si vous décidez, pas pour les 20 prochaines années, pas pour les 30 prochaines années et pas pour les 2 prochaines années, si vous décidez pour les 500 prochaines années, alors vous aurez décidé pour les 2 prochaines années. Si vous décidez pour les 2 prochaines années, vous serez toujours insécure de savoir si votre décision est bonne, parce qu'après les 2 prochaines années, tout peut bifurquer et changer de place. Alors si vous décidez pour 30 ans à venir, après 30 ans, tout peut encore une fois bifurquer. Le prochain noyau majeur, lorsque l'humanité aura choisi, est dans un peu plus de 1000 ans. Et si on veut traverser le prochain noyau pour préserver notre travail, on doit enligner dans l'avenir un peu plus que 1000 ans. Le dernier à avoir fait une chose aussi puissante a été le Nazaréen. Et il a pris 12 personnes qui péchaient. Il n'en a pris plus que 12, mais disons 12. Du monde bien normal. Du monde bien plus con que vous autres. Du monde sans conscience. Du monde brut et massif. Et il n'avait aucune possibilité à l'époque de diffuser par des livres, des journaux, des revues, la radio, la télévision, son message. Et il a quand même obligé l'humanité à bifurquer pour les 2000 ans qui ont suivi. Et aujourd'hui, il y a plus d'humains, mais il y a mauditement plus de moyens. Alors, c'est pas la grandeur d'un cercle qui fait qu'un cercle est rond, c'est sa rondeur. L'humain doit se décider. Parce que ce qui va arriver à un moment donné, vous allez continuer à vivre sur une planète et vous allez juste passer votre vie à la regretter, l'autre planète. Et certains individus qui auront pris le bon choix disparaîtront peut-être. Et vous pourrez dire, soit ça leur a servi à rien, ils sont même morts. Vous aussi, vous mourrez. Vous souffrirez avant, mais vous mourrez aussi. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a 2 formes de mort. Ceux qui ont pris le bon choix et qui sont morts avant vous, vous ne savez pas où ils sont, et vous ne les retrouverez pas non plus. L'homme, la femme doit prendre son choix. Elle doit décider son avenir. Et quand je parle d'avenir, vous devrez vous astreindre à devenir une nouvelle race, à supporter 500 ans ou 1000 ans d'avance. Dans les cours que je donnais à un moment donné, de l'autre côté, je parlais et je disais à certaines personnes du PMC6, vous devez de plus en plus apprendre à calculer les distances en années-lumière, à parler avec des grosses choses, à expandre la conscience. 1000 ans, c'est pas grand, c'est petit. Et lorsque l'humain est capable de supporter 1000 ans de projection dans sa tête, de conserver la structure logique de ces 1000 ans, c'est plus un être humain. Enfin, c'est pas un animal humain, c'est pas un humain comme on connaît. Et là, il devient patient tout en étant conscient. Parce
que l'humain conscient est de plus en plus impatient, il a hâte, il veut vite. Mais il travaille toujours avec des mois, des semaines ou des années. Il ne travaille jamais avec des décennies, avec des centenaires, avec des millénaires, jamais. Lorsqu'on aura établi un plan planétaire pour 1000 ans, eh bien, vous verrez qu'on va avoir le temps maintenant. Et pour cela, l'humain doit cellulariser bien des choses. Il doit comprendre qu'il n'est pas sur la planète Terre et que lorsqu'il va mourir, c'est fini, c'est capote, ça continue. Et il doit préparer le chemin dans lequel il veut continuer. Et nécessairement, la structure sociale est la meilleure. L'humain doit engendrer des enfants. Je dis et je répète, l'humain ne se reproduit pas. Il reproduit des corps physiques. Alors nous devrons reproduire des corps physiques agencés avec ce que nous voulons faire. Et nous devrons nous arranger pour que se réincarnent dedans des âmes qui seront en affinité avec le phénomène supramental. Et nous devrons nous arranger pour engendrer une éducation qui permettra à ce phénomène supramental d'être conscientisé par les jeunes. Et continuellement, toute la structure devra être engendrée pour que le jeune devienne autonome et individuel comme nous. Même s'il manque son coup, on ne peut pas créer le monde blanc en endoctrinant les autres. Et c'est pourquoi c'est plus pénible. Pourquoi pensez-vous que ça paraît si lent à l'évolution supramentale? C'est qu'il n'y a pas d'endoctrinement. L'humain doit comprendre. Et parce que l'humain comprend à peu près jamais rien, c'est plus long. Dans les sectes, dans les endoctrinements, dans les religions organisées, dans les systèmes politiques, on fait croire à l'homme et on lui promet des choses, et par la promesse, ça marche. Dans la conscience supramentale, on ne promet jamais rien. Et c'est la même chose. L'enfant qui vient, il doit être libre d'être libre, de paramétrer. On doit coordonner le système réincarnationnel. De quelle façon? En donnant l'exemple. En donnant l'exemple, on engendre un égrégore social qui filtre ce qui se réincarne dans les enfants. Mais l'enfant attirera malgré nous ce qu'il a besoin. Et nécessairement, c'est encore plus long. Au lieu de le battre, de le chicaner puis d'y faire lire, juste qu'on a besoin de lui faire lire, non. Si on a un projet comme ça qui fonctionne, l'enfant a la possibilité de voir ce qui se passe ailleurs, partout sur la planète, parce qu'il doit faire le choix de rester. S'il ne fait pas le choix de rester, c'est parce qu'on l'oblige à rester. Et vous l'obligez à rester en lui interdisant de connaître l'extérieur. On n'est pas dans la bonne société. On est en URSS. Travailler pour Ovsa n'est-il pas choisir la déviation intelligente, la conscience individuelle autant que le nœud, avant le nœud 1988? Comment savoir que cette décision sera prise ou est prise? S'agit-il de se décider? En conscience. Je viens de répondre à la question. Alors, on fait une petite pause puis on revient. Bon, il y en a qui ont suffisamment sécrété. Seul celui qui est impatient veut apprendre à devenir patient. Son problème, c'est qu'il veut l'apprendre, mais tout de suite. Existe-t-il des forces noires supramentales? Au-delà de la conscience astrale, il n'existe ni force blanche ni force noire. C'est la conscience de l'homme qui va polariser la direction que vont prendre les forces. Les forces supramentales vont devenir noires lorsque l'ego sera capable de la contrôler. Les forces supramentales resteront ou deviendront blanches lorsque la conscience de l'homme sera capable de la contrôler. L'ego, l'âme, c'est la coloration, la copie conforme de la conscience de l'homme. On connaît énormément l'âme, on connaît énormément l'ego, on a de la difficulté par contre à comprendre ce qu'est de la conscience. La conscience ressemble à ce qu'il y a dans l'âme sans les problèmes. La conscience peut colorer en blanc, donc rendre écologique et positive pour l'homme. Pas pour l'univers, pour l'homme, l'énergie supramentale ainsi que l'énergie bouddhique ou divine. Tandis que l'ego, lui, peut transformer continuellement et l'énergie divine, bouddhique et supramentale en force noire. Présentement, les deux existent. Il y a de l'énergie supramentale absolument neutre. Elle est quelque peu colorée par quelques rares individus vers le côté polarisé blanc.
et la majorité de la force supramentale est présentement colorée vers le côté noir par les martyrs de la transition. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr de la transition? Je l'ai expliqué. À un moment donné, j'ai donné un cours à certaines personnes sur ce phénomène du martyr de la transition. Plusieurs personnes avaient compris, même tout le monde avait compris, et 2 semaines après, quand on recommence le cours, il y a 2 ou 3 individus qui sont absents. Lorsqu'ils sont rejoints, ils ne veulent plus rien savoir. Pourquoi? Parce que ça les fait chier de devoir se faire dire ce qu'ils savent déjà par quelqu'un d'autre. Et ils ne font que confirmer le martyr de la transition. Ils ont accepté de devenir des martyrs. C'est pas celui qui reste avec moi qui n'est pas un martyr. C'est celui qui part pour des raisons typiques des raisons du martyr. Et continuellement, l'individu qui se conscientise a de plus en plus cette prépondérance à devenir un martyr. On en parle dans des réunions administratives du centre et nécessairement les personnes sont au courant. Et le gros problème que j'ai amené, que j'ai décodé, c'était que l'être humain qui se conscientisait avait de plus en plus la faculté de travailler les uns contre les autres. Et que la problématique du projet OPSA s'adressait à des êtres humains qui se conscientisaient, ce qui dans l'apparence rendait impossible ce projet, étant donné qu'on demandait à un paquet d'individus d'arriver à travailler dans l'intelligence ensemble, alors que celui qui touche à l'intelligence, nécessairement, de par définition, n'est plus capable de travailler avec un autre. Il faut quand même que l'humain fasse un pas de plus pour comprendre l'intelligence de travailler avec d'autres, et un pas de plus pour comprendre l'intelligence de travailler à très long terme, et un pas de plus pour comprendre l'intelligence de ne pas nécessairement bénéficier pour lui immédiatement de tout ce qu'il voudra entreprendre. Existe-t-il des forces supramentales noires? Il en existera. Et il en existera. Et quand l'humanité aura pris son chemin, toutes les forces supramentales seront noires ou blanches. Plus la conscience s'expand, plus l'univers rétrécit. Il n'y a donc jamais eu de Big Bang, juste une conscience qui s'est effusée. Se peut-il que l'univers n'ait d'espace-temps que dans la conscience? Non. L'univers a de l'espace-temps dans sa matière, dans sa structure. Les dieux les plus bas, les dieux qui engendrent la matière, sont les créateurs et les recteurs de l'espace-temps. On dit qu'il n'y a jamais eu de Big Bang. Il y a eu un Big Bang. Même si la conscience, lorsqu'elle s'expand, elle rétrécit l'univers. En réalité, le schéma de la conscience reste similairement le même. L'univers étant en contraction, il pénètre dans la conscience, ce qui semble augmenter le schéma de conscience de l'humain. À un moment donné, l'univers sera tellement compacté qu'il n'existera plus. Il fut un temps, il y a de cela un peu plus de 15 milliards d'années, où il n'y avait rien. Après 1 milliardième de milliardième de seconde, il y avait de la chaleur, mais à un degré de chaleur que l'humain ne peut même pas conscientiser. Des billions de milliards de fois plus chaud que le plus chaud des soleils de nos galaxies. Quelques millions de millionièmes de secondes après, il y avait la création de certains leptons. 1 seconde après la création de l'univers, donc après l'engendrement du Big Bang, il y avait tout ce qu'il faut aujourd'hui pour engendrer la matière. C'était exclusivement des phénomènes atomiques, nucléaires. 10 secondes plus tard, l'hydrogène existait. La grande majorité de l'antimatière avait été stockée en réserve dans un endroit parallèle à notre création. Elle paramétrait l'enveloppe de la création. Et par la suite, la contraction dans cette expulsion des masses a commencé et l'hydrogène s'est compacté, engendrant l'hélium, s'est compacté pour engendrer d'autres choses. Finalement, on a des soleils qui sont tellement pesants, des soleils de neutrons, qui deviennent des masses immenses. Et à partir de ces temps, tout ce que nous connaissons a été créé. Notre planète Terre date de 4,6 milliards d'années. Elle est nécessairement plus jeune que la création de l'univers. Notre Soleil date d'approximativement le même âge, mais il a déjà été un Soleil un peu avant, qui a explosé en supernova, et par la suite, les choses reviennent vers elles-mêmes. Le Big Bang a existé, mais on ne l'a pas entendu. C'est tout. Quand on regarde les films spatials, et qu'on voit les navettes spatiales et les vaisseaux spatials se promener dans l'espace, se tirer dessus, exploser, et on entend plein de gros bruits majeurs. Dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Alors, le Big Bang, de certaine façon, il n'a pas existé, mais il y a eu la prolifération instantanée de cet univers. De créateur à créature, la cellule mère se divise en 2 cellules filles et disparaît.
Où est le Dieu originel qui s'est mitosé ou méiosé, sinon dans la créature? Et donc, plus de cellule mère, Dieu, que de cellule fille, nous. Bon, je crois que cette question a été posée par la personne qui est en train de taper mon nouveau livre. Alors, on pourra revenir un peu plus tard. Là, il manque beaucoup d'éléments. Il manque 200 pages d'éléments pour ça. L'homme peut-il être créateur ou s'il n'est que créatif? Quelle est la différence? C'est intéressant. Créatif désigne nécessairement la possibilité qu'a l'humain de transformer le vieux pour en faire du neuf. Créateur désigne la possibilité qu'aura l'homme d'engendrer des choses à partir de rien. Quand je dis à partir de rien, je veux dire à partir de rien. Mais ça ne peut pas être compris par la conscience encore trop divisée par les avenirs possibles de l'homme, pour la simple raison que créer à partir de rien veut dire créer à partir d'aucune substance énergique ou supra-énergétique, d'aucune idée ou d'aucun désir, d'aucune émotion et d'aucune pensée, d'aucune condition manipulatrice. Cela veut simplement dire créer gratuitement. Nécessairement, celui qui est créateur ne crée jamais intentionnellement. Il n'est pas manipulé et tout ce qu'il crée est nécessairement accidentel. Étant donné que le créateur ne peut créer qu'accidentellement, tout ce qu'il crée n'est pas nécessairement parfait du point de vue de la créature, mais peut être considéré comme étant parfait du point de vue de la gestion créatrice, c'est-à-dire et du créateur et de l'écosystème ou de l'univers-système de notre créateur. Quand on pose la question, voyez-vous, le savoir instantané, c'est une faculté donnée à l'homme. L'homme doit nécessairement comprendre et augmenter son potentiel biologique, son potentiel support énergétique planétaire, pour arriver à exprimer le savoir. L'être humain un jour sera créateur. Il aura la faculté de créer accidentellement lui aussi. Il sera créateur intentionnel dans le début, donc ses créatures seront parfaites. Lorsqu'il deviendra plus évolué, il deviendra un créateur non intentionnel et ce qu'il créera sera accidentel. Donc, du point de vue de la création, non parfait. De même que la plus haute sphère de l'intelligence de ce monde, la plus haute déité que l'on pourrait retrouver dans la création, n'a aucun savoir. Elle ne sait rien. Elle ne peut pas savoir pour la simple raison qu'elle est trop haute pour savoir. Elle englobe tout le savoir, donc elle ne peut pas le comprendre. Lorsque l'être humain va parvenir à une déification absolument majeure, nécessairement il perdra son savoir instantané qui s'adresse à des phases plus basses de l'évolution. Il perdra sa conscience bouddhique qui s'adresse à des phases plus basses de l'évolution. Il perdra son corps, il perdra toutes les facultés qui lui semblent être absolument à l'apanage des dieux. Ce sont des dieux humains qui vivent ces choses. Et lorsqu'il sera totalement réactivé, il n'aura plus aucun savoir, il n'aura plus aucune conscience telle que l'humain la conçoit, il n'aura nécessairement pas la faculté de créer d'une façon intentionnelle, parce que l'intentionnalité n'apparaît qu'à l'intérieur de la création. La sphère la plus élevée, l'énergie ou la supra-énergie, qui permet la gestion et qui permet la prolifération des univers ou des super-univers, qui permettent par la suite la prolifération des univers, des galaxies, des systèmes solaires, des planètes et des systèmes atomiques. Cette énergie divine, celle qui contient les super-univers, a ce savoir intentionnel, elle a la faculté d'intentionnaliser les choses. Ce n'est pas le point le plus haut. C'est dans la création la divinité la plus poussée, la plus puissante, la plus haute, la plus grandiose. Elle a l'intentionnalité. Au-delà de la création, il n'y a plus ni savoir, ni conscience, ni instantanéité telle que nous le connaissons, étant donné que l'instantanéité est une comparaison par rapport au phénomène mémoriel, donc au temps. Et au-delà de la création, ce qui n'existe pas, mais qui ne s'y trouve pas non plus, qui, bref, n'est pas là, mais on peut en parler. Cette chose, cette condition, ce contexte, n'a aucune intentionnalité, n'a aucun savoir, n'a aucun phénomène bouddhique, ne peut pas aimer, ne peut pas bouger, ne peut pas péter. Et c'est là que nous allons. Il faut bien comprendre que tout ce que nous pourrions dire de l'extra-créationnalité serait faux. Et ce que je viens de dire est totalement faux. Et ce que j'ai dit, même si c'est totalement faux, c'est ce qu'il y a de plus juste qui a été dit sur l'extra-créationnalité dans le monde, et c'est ce qui peut être dit de plus juste, même si c'est faux. Pourquoi? Parce que dans la conscience orale de l'homme, il manque tous les mots, et inventer les mots ne servira à rien, parce que inventer les mots pour parler de l'extra-créationnalité
seraient des mots d'une autre langue que vous ne pourriez absolument pas comprendre, que vous ne pourriez absolument pas conceptualiser, parce que le cerveau tridimensionnel de l'homme est encore trop archaïque pour avoir la faculté de comprendre des choses. L'homme n'aura jamais la possibilité de comprendre ce qui existe au-delà de la création. C'est un problème égoïque majeur, mais ce n'est pas un problème humain majeur. Lorsque l'être humain aura un savoir instantané, il pourra nécessairement raisonner l'idée qu'il y a de l'intelligence et qu'il y a aussi de l'intentionnalité et que finalement, au-delà de cela, il y a autre chose, qu'il n'a pas besoin de mettre de nom dessus parce qu'il le vibrera, il le saura. Et il saura aussi qu'au fur et à mesure de son évolution, il perdra la faculté, comme l'homme des cavernes savait qu'en évoluant, il perdrait la faculté de faire l'amour à toutes les heures. Comme l'homme des cavernes savait qu'en évoluant, il perdrait la faculté de dormir dans la boue, la faculté de se réchauffer dans la boue, la faculté de se protéger des moustiques en se recouvrant de boue, et la faculté aussi de jouer dans sa marde, même si cela lui plaisait. Et il savait qu'il perdrait les bonnes choses de la vie. Alors il a évolué et finalement il est obligé de se laver. Il a perdu les bonnes choses de la vie. Et il n'a pas pu faire l'amour régulièrement. Surtout depuis que la femme évolue, il peut encore de moins en moins la faire. Et cela est le prix à payer pour son évolution. Il ne peut plus manger de viande crue parce qu'il en est malade. Alors il est maintenant obligé d'attendre qu'elle soit cuite. Et en plus, maintenant, il doit devenir végétarien. Et en plus, il doit épicer. Et en plus, etc. L'être humain, l'homme des cavernes, ne savait pas, mais disons qu'il savait qu'en évoluant, il perdrait les bonnes choses de la vie. Lorsque nous sommes aujourd'hui dans les bonnes choses de la vie, qui maintenant nous sommes, auxquelles nous sommes habitués, l'évolution qui continue à nous pousser dans le derrière, ou qui en réalité nous suctionne par en avant, cette évolution-là va aussi nous faire perdre des bonnes choses de la vie pour nous donner d'autres choses. Et ces autres choses, plus nous voulons aller loin pour savoir à quoi elles vont ressembler, moins elles vont ressembler à ce que nous connaissons. Il y a eu un temps où l'homme ne se lavait pas parce qu'il savait très bien que l'eau était mauvaise pour la santé. Aujourd'hui, l'homme se lave parce qu'il sait très bien que s'il ne se lave pas, ça c'est mauvais pour la santé. Chaque contexte, chaque problème. Lorsque l'homme était crotté, il n'était pas malade. Lorsque l'homme doit se laver, s'il ne se lave pas, il devient malade. Lorsque l'homme était crotté, il n'était pas malade. Et lorsqu'il se lavait, il devenait malade, car il éliminait ses protections. Lorsque nous voulons parler des phénomènes des déités, par la suite des divinités, par la suite des dieux, nécessairement, plus nous allons augmenter notre savoir, plus nous voulons monter dans l'échelle de la création, plus nous devons nous permettre de laisser des mots dire des choses, des contextes, pour nous expliquer ce que n'est pas une chose. On pourra comprendre ce que n'est pas une chose, mais on ne pourra pas comprendre ce qu'elle est. Alors, au-delà de la création, j'ai expliqué ce qu'il n'y avait pas. Mais je ne peux pas dire ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas de concept sur la planète suffisamment en parallèle, suffisamment copié pour pouvoir nous permettre de comprendre. Par contre, on peut vous dire ce que ce ne sera pas. Et sachant ce que ce ne sera pas, l'ego a bien souvent peur, parce que ne sachant pas ce qu'il y aura, mais sachant ce qu'il va perdre, il ne voit pas ce qu'il va en gagner. Lorsque l'être humain devient un créateur, il crée par l'intentionnalité. Il continuera son évolution et ce qu'il créera sera accidentel. Nous ne retournerons pas dans les mêmes problèmes. Et au-delà de la création accidentelle, nous parviendrons en dissolvant la création dans laquelle nous avons été projetés, par arriver à un état où nous ne créerons plus. Et vous serez dans cet état drôlement mieux que vous ne l'avez jamais pensé. Sauf que pour l'instant, c'est un problématique au niveau de l'ego, parce que l'ego veut savoir ce qui l'attend, il n'y a rien à faire. Quand on veut vous parler d'une couleur que vous n'avez jamais vue, mais on peut vous la définir en vous disant ce qu'elle n'est pas. Mais on ne pourra pas vous expliquer ce qu'elle est, vous devrez la voir. Alors, ne sachant ce qu'elle n'est pas, vous vous imaginez que finalement, il n'a pas de couleur. Il n'y a rien à faire, vous devrez la voir pour la connaître. On ne peut pas vous expliquer ce qu'est le bleu si vous n'avez jamais vu de bleu. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Ça ne s'explique pas. Un jour, vous ferez l'expérience d'essayer d'expliquer à quelqu'un, à un aveugle de naissance, ce qu'est le jaune. Pour que vous soyez sûr que maintenant il sait c'est quoi le jaune. Et vous verrez, c'est tout à fait impossible. Ce n'est pas que l'aveugle est imbécile, ce n'est pas que l'aveugle est idiot, ce n'est pas que l'aveugle, non, ça n'a rien à voir. Il y a des structures qui lui manquent et c'est comme ça. Il ne peut pas savoir ce qu'est le jaune. Au-delà de la création, on pourra souvent parler de ce que ce n'est pas. On ne pourra jamais parler de ce que c'est. Dieu s'ajuste à nous par l'ajusteur de pensée. Dans tout ce jeu d'ajustement, qui est là-dedans? Comment savoir qui est l'autre si je m'ajuste à quelqu'un de déjà ajusté à moi? Seuls les ajustements ou les ajusteurs se connaissent. Est-ce juste? Non.
faire ce qui est juste. Là, je parle exactement comme si je m'adressais à une autre humanité. Il y a des choses qui sont très simples, mais qu'on ne peut pas dire aux terriens. Faire ce qui est juste. Et faire ce qui est juste, chaque être humain le sait. Lorsque l'être humain veut transformer la justice pour l'adapter à son ego, il engendre le devoir. Faire son devoir peut devenir problématique, parce que le devoir peut lentement devenir national. Et là, on peut tuer pour son pays, on fait son devoir. Ça peut être un autre genre de devoir. Mais faire ce qui est juste, l'être humain le sait. Chaque fois que l'être humain fait une chose juste, il n'en retire aucun karma négatif. Mais étant donné que lorsque vous voulez accomplir une chose, présentement on revient à ce que j'ai dit lors de la première partie, étant donné que l'humain n'a pas encore fait le choix de son futur, il est toujours tiraillé, totalement tiraillé entre est-ce que c'est juste ou pas juste, est-ce que je suis manipulé ou pas manipulé, est-ce que c'est moi ou un autre, est-ce que c'est ceci ou pas cela. Toutes ces questions vont être rejetées lorsque vous serez branché dans votre avenir. Après ce que j'ai dit lors de la première partie, j'ai vu une chose. J'ai vu que lorsque l'humanité aura décidé de virer à gauche ou à droite, tout le travail du comte de Saint-Germain sera accompli et ce 13e faisceau sera totalement résorbé de l'évolution de notre planète. Parce que Saint-Germain manipulant le bien et le mal, l'un des deux va être dissous lorsque nous aurons fait notre choix de l'éther. C'est plaisant de savoir cela. Quel que soit le choix qu'on va faire, il y en a au moins un qui va en bénéficier. Dieu s'ajuste à nous par l'ajusteur de pensée. Non. Nous nous ajustons à la réalité, au savoir instantané, au savoir bouddhique et à l'intentionnalité par notre ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est la copie la plus conforme du plan divin. Mais Dieu n'entre pas en contact avec l'homme par l'ajusteur de pensée nécessairement. Dieu entre en contact avec l'homme bien souvent par des colorations extrêmement limitées, primitives de ce qu'il est, engendrant des divinités, engendrant des dieux, engendrant des théologies, et bien souvent c'est par la copie de la copie de la copie de la copie que l'homme a un contact avec ses déités. Et il appelle cela des dieux. Et bien souvent, les dieux que l'homme adore sont des dieux qui sont extrêmement près de la planète, les dieux dans le monde de la mort, qui sont des copies de copies de copies de copies. L'ajusteur de pensée doit être fusionné à l'homme. Lorsque l'ajusteur de pensée est en fusion avec l'homme, l'homme est nécessairement en fusion avec une partie de ce qu'il crée au niveau du double éthérique. Lorsque cela s'accomplit, nécessairement, l'homme devient un être humain, il naît. Mais pour cela, l'homme, pour naître complètement, sans être déchiré entre ce qu'il doit faire et ce qu'il ne sait pas qu'il doit faire, l'être humain doit en arriver à arrêter une décision. Il doit prendre sa vie en main. Il doit décider ce qu'il va faire. Il doit décider ce pourquoi il vit. Il doit décider ce pourquoi il va vivre. Il doit décider ce pourquoi il va mourir. Il doit décider et non plus espérer que la décision collective sera celle qu'il aurait prise. Parce que l'être humain reste trop collectif, il ne veut pas prendre de décision si l'humanité ou si la grande collectivité ne la prend pas avec lui. Il reste donc assujetti au facteur de motivation. C'est absurde. Nécessairement, pour avoir un champ cultivable, on devra couper des arbres, on devra ôter les roches, on devra labourer plusieurs fois, arracher les racines, ensemencer et travailler. Dans 10 ans, on aura une telle terre. La majorité d'entre vous
vous n'êtes pas nécessairement capable de travailler de travailler 10 ans de temps pour avoir un résultat dans 10 ans. Alors, on va préférer simplement s'unir ou s'abandonner pour essayer de rencontrer quelqu'un qui l'a déjà, ou de rencontrer quelqu'un qui semble faire du fric à pleine poche, parce que là, au moins, avec l'argent, on pourra l'acheter déjà fait. La matière n'a jamais changé l'homme. Si vous n'êtes pas capable de travailler pour engendrer une terre, si on vous la donne, vous ne serez pas capable de l'entretenir. La majorité des paresseux disent « Oh non, non, quand j'aurai, tu vas voir, m'a changé. » Ça a toujours été faux. L'homme ne fait pas ça. Parce que lorsque l'homme a des raisons de changer, il ne change pas. Alors, lorsqu'il n'a plus aucune raison de changer, il ne change pas plus. Lorsque vous devez changer pour être discipliné, pour avancer dans la vie et prendre un choix, lorsqu'il y a une raison, vous ne le faites pas. Lorsqu'on vous donne la terre, quelle raison auriez-vous maintenant de devenir travaillant? Aucune. Maintenant, vous l'avez. Lorsque l'être humain évolue, il doit prendre un choix. Et tant que le choix n'est pas fait, l'ajusteur de pensée, on ne peut pas le croire. On ne peut pas le vibrer, on ne peut pas le savoir. Il vient, il va. Un jour, on est en contact, un jour, on ne l'est plus. On fait un exercice à travers les cours où on a un ajusteur de pensée conscient, où on arrive même à extra-conscientiser son âme, et finalement, à travers les tiraillements des avenirs possibles, on se fait manipuler suffisamment, puis on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Alors, ne soyons pas sûrs, mais décidons dans quelle illusion on veut jouer. Quitte même à cesser de chercher la réalité. Branchons-nous quelque part. Individuellement comme collectivement. L'important est que la conscience reste individuelle. Mais n'importe quel être humain qui s'en va vivre tout seul en plein désert ou qui reste dans une société pour essayer de travailler avec d'autres, s'il ne fait pas, lui, individuellement, lui, le choix pour son avenir, un jour, il voudra tourner à droite, on le ramassera par le collet et on le fera tourner à gauche. L'humanité aura choisi pour lui. Alors vous allez continuer à beugler, à brailler, à trouver que la société est pourrie, à trouver que le monde n'est pas parfait, à trouver que ça pollue trop. Tout le monde veut que ça pollue pas. Ça pollue. Tout le monde pollue. On veut tous la paix et on n'engendre que des guerres. On est dans une vie humanitaire que finalement on n'a pas choisi. Mais le problème, c'est comme toutes les sociétés, c'est un grand cercle qui tourne. Et chaque personne suit l'individu qui est en avant et il se dit, ben lui, il doit savoir où est-ce qu'il va. Puis en arrière, quelqu'un le suit en disant, ben lui, il doit savoir où est-ce qu'il va. Comme c'est un cercle, c'est le premier que l'on suit, qu'on pense qu'il sait où il va. En suivant le cercle, finalement, c'est nous qui le suivons. Et nous, on le suit. Alors on tourne en rond, en chiolant et en n'arrêtant aucune décision. Seuls les ajustements ou les ajusteurs se connaissent. Il y a la conscience chez l'homme. C'est un mot que vous n'avez pas encore réussi à mettre la valeur énergétique convenablement dessus. Il y a le corps physique et la conscience de l'homme. Il y a le corps vital et la conscience de l'homme. Il y a le corps astral et la conscience de l'homme. Il y a le corps mental et la conscience de l'homme. Il y a le corps supramental et la conscience de l'homme. Il y a le plan bouddhique et le corps bouddhique et la conscience de l'homme. Il y a le corps divin et la conscience de l'homme. Il y a l'ajusteur de pensée et la conscience de l'homme. Il y a les forces sataniques et la conscience de l'homme. Il y a la création et la conscience de l'homme. La conscience de l'homme est ce qui permet la réunion de toutes ces choses. Qu'est-ce qui connaît qui connaît quoi? Les ajusteurs ou les ajustements? Votre conscience. Et nécessairement, la conscience est expérimentée dans le temps et l'espace et elle engendre une trace mémorielle qui devient l'ego et qui devient la copie de la conscience de l'homme.
Et cette copie de la conscience de l'homme étant beaucoup plus basse en vibration, s'exprime beaucoup mieux par le corps physique. Et finalement, on s'identifie à tout ce que notre corps physique fait. Donc, on reste une conscience identifiée à l'évolution de l'animal humain. Et parce que le corps a peur, on dit « j'ai peur ». Il y a de cela quelques milliers d'années, il y avait sur cette terre une société, un monde. Un monde extrêmement bizarre, vous ne me croiriez pas si je vous expliquais comment ils vivaient. C'était des êtres qui avaient un peu de conscience dans leur tête et qui avaient la faculté d'agir et de laisser faire des choses. Et continuellement, lorsqu'ils agissaient, ils laissaient des traces de leurs mouvements et de leurs agissements. Et ces traces-là étaient laissées et dans la matière et dans leur mémoire. Alors et vous ne me croirez pas, lorsqu'un être humain plantait une fleur, la fleur poussait, alors il allait dire aux autres, regarde, c'est moi qui ai planté cette fleur-là. Et il disait, c'est ma fleur. Et il disait, je l'entretiens, elle pousse parce que je l'arrose. Il ne prenait pas conscience que c'est l'eau, le soleil, l'air, que c'est parce qu'il avait un corps physique et parce qu'un paquet de choses. Lorsque ces êtres humains dans leur société avaient peur, ils voyaient leur corps physique exprimer des réactions écologiques ajustées avec l'extérieur. Alors, au lieu de prendre conscience que le corps physique était en train de cellulariser les choses, eh bien, ils disaient « j'ai peur ». Une société extrêmement primitive, qui continuellement, ça s'identifiait non seulement encore à son corps physique, mais tellement primitive que lorsque son automobile avait une crevaison, elle disait « tiens, j'ai un flat ». Très primitive, la société. Et l'humain, lorsqu'il sentait que l'automobile manquait d'essence, il allait au garage, puis il disait au gars « oh, mets-moi donc pour 10 piastres. J'ai besoin d'essence. » Et lorsque c'était son corps physique, eh bien, il disait « j'ai faim, j'ai soif. »